Alors j'y vais. Bonjour à toutes et à tous déjà. Ravie de pouvoir intervenir sur ce beau sujet aujourd'hui. C'est un peu une gageure pour moi que de pouvoir parler de l'histoire et la mémoire des génocides du XXe siècle en 45-50 minutes, grosso modo, pour pouvoir laisser après un temps de questions et surtout en espérant vous apprendre des choses parce que j'ai préparé quelque chose, Maurice m'avait dit c'est assez grand public, donc j'avais préparé quelque chose d'assez général. Donc voilà, vous me dites si faut passer vite sur certains aspects, notamment les aspects historiques où je pense que j'aurais pas grand-chose à vous apprendre. Vraiment, vous n'hésitez pas. Donc, histoire et mémoire des génocides du XXe siècle. Dans un premier temps, je pense que c'est important de se poser la question des mots et de la terminologie qu'on va utiliser. Et notamment, on a un atelier au Mémorial de la Shoah qui s'appelle La justice face au génocide. Et toujours en introduction avec les élèves, se pose la question de pourquoi est-ce qu'on utilise aujourd'hui ce terme de génocide, alors que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, vous avez la notion de crime contre l'humanité aussi, qui peut être utilisée quand on désigne un certain nombre de crimes de masse ou de crimes de guerre qui ont eu lieu dans l'histoire, et l'appellation de génocide, en l'occurrence pour certains d'entre eux, à savoir, aujourd'hui je parlerai plus précisément, dans le temps qui m'est imparti bien évidemment, du génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, bien évidemment du génocide des Juifs, donc de la Shoah, et du génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. C'est pas les seuls, mais il a fallu faire un choix, et mon choix s'est porté sur ces trois grands génocides du XXe siècle. Le mot génocide lui-même, donc c'est un terme juridique, c'est un terme technique, c'est un néologisme qui a été inventé par un monsieur qui s'appelait Raphaël Lemkin, qui était un juriste américain d'origine polonaise et qui a été obligé de se réfugier aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour fuir les persécutions en Pologne. Une partie de sa famille a été d'ailleurs victime de la Shoah, a été exterminée. Il est originaire d'une ville qui s'appelait Lemberg pendant la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui est la ville de Lvov en Pologne. Et donc il se dit juriste et aussi historien à ses heures perdues. Son sujet d'étude premier, c'est justement les massacres contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Le terme de génocide n'existait pas encore. Et il se dit il n'existe pas de terme précis pour désigner ce qui a pu se passer contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale et ce qu'il est en train de se passer à l'encontre des Juifs pendant la Seconde. Il a conscience de l'exceptionnalité, j'allais dire, des événements et des massacres qui ont lieu. Et donc, il a l'idée de ce terme qui a une partie de sa racine qui est grecque, génos, donc c'est-à-dire un peuple, une origine, une espèce, et de ce suffixe de cide qui en latin veut dire tuer, et donc il décide de les rassembler pour former ce mot de génocide qui est créé. Alors, les premières publications de Raphaël Lemkin, c'est 1944. Là, je vous ai mis la définition un petit peu plus aboutie de 1946, et qui vraiment va poser les bases ensuite de ce que nous, aujourd'hui, on considère comme un génocide, et vraiment de ses spécificités par rapport à d'autres crimes de masse ou à d'autres crimes de grande ampleur qui ont pu avoir à travers l'histoire. Donc là, génocide, j'ai surligné en gras les passages que je trouvais intéressants qui étaient donc destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. Et vraiment, il y a des caractéristiques de un peuple particulier pour des raisons ethniques, pour des raisons religieuses, pour des raisons raciales, en tout cas pseudo-raciales. C'est le peuple tout entier qui est exterminé et c'est le peuple tout entier qui est visé, quelles que soient des considérations d'âge, quelles que soient des considérations de nationalité, par exemple, quand on parle du génocide des Juifs, quelles que soient des considérations de pratiques religieuses, de sexe, ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes, quels que soient des âges, ça peut être des enfants, des adultes ou des personnes âgées, c'est vraiment tout le groupe humain qui va être visé. Ce qui est intéressant aussi, c'est le passage du plan coordonné. C'est un État qui va mettre en place un génocide, donc qui va mettre en place un plan systématique, organisé, visant l'extermination de tout un peuple. Et donc en bas, le petit passage sur les membres d'un groupe national qui rejoint ce que je disais un petit peu plus haut, avec la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. Donc ce terme, dans un premier temps, va s'appliquer au massacre des Arméniens. Et puis, avec le cours de la guerre, 1944, Raphaël Lemkin se dit il faudrait que
on juge ce qui s'est passé, on juge les bourreaux, et notamment il va participer à son échelle au procès de Nuremberg. Malheureusement, la qualification de génocide sera pas retenue, mais il se dit il faudrait vraiment qu'il puisse y avoir ce terme pour qu'ensuite les juges puissent juger de manière plus précise les individus qui ont perpétré le génocide, ce que lui appelle génocide, en tout cas ce plan systématique, et qu'il puisse y avoir une condamnation aussi spécifique. On est toujours dans le cadre souvent d'une guerre, c'est-à-dire que les Arméniens, ça prend pour cadre un conflit mondial, à savoir la Première Guerre, le génocide des Juifs, le second conflit mondial, donc la Deuxième Guerre mondiale, et la spécificité du génocide des Tutsis, c'est qu'il y a eu une guerre civile auparavant, il y a aussi une continuité avec le génocide de 1994. Mais en tout cas, de pouvoir vraiment se rendre compte de la spécificité d'un massacre à l'intérieur d'un conflit mondial, à l'intérieur d'une guerre, et que c'est pas simplement, presque des victimes collatérales en fait d'une guerre. C'est vraiment une guerre raciale, entre guillemets, à l'intérieur d'une guerre militaire, à l'intérieur d'une guerre mondiale. Malheureusement, il est déçu parce que le terme de génocide ne va pas être retenu au tribunal militaire international de Nuremberg, et ça va être celui de crime contre l'humanité. Notamment, vous avez, donc là j'ai mis les accords de Londres du 8 août 1945, qui va introduire une distinction entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et la première utilisation du concept, en tout cas dans l'historiographie, date de la Révolution française, puis ensuite est repris justement à Nuremberg par les différents juges qui composent le camp des Alliés, donc soviétiques, américains, britanniques et français. La définition du crime contre l'humanité, et c'est là qu'en fait c'est compliqué de voir aussi vraiment la différence entre ces deux termes et l'utilisation très précise du concept de génocide, c'est que le crime contre l'humanité est un assassinat, une extermination, une réduction en esclavage, déportation et tout autre acte inhumain commis contre des populations civiles avant ou pendant une guerre, ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Et en fait, le génocide va être une sous-catégorie finalement du crime contre l'humanité, et en général, c'est l'intentionnalité du crime, à partir du moment où elle peut être prouvée, qui va faire que ce crime, on va dire de masse, va être reconnu ou pas comme génocide. Donc c'est vraiment, après, il faut avoir accès à un certain nombre de preuves, et c'est pour ça que tous les crimes contre l'humanité ou tous les crimes de masse ne sont pas nécessairement considérés comme des génocides. Parfois, les élèves en atelier me disent, je sais pas moi, par exemple, les massacres en ce moment contre les Ouïghours ou d'autres exemples, ce sont des génocides, et je leur dis, non, parce qu'en fait, derrière, il y a un travail juridique qui doit être fait pour justement qu'il y ait des procès qui s'ouvrent, qu'on puisse avoir des preuves, qu'il y ait une instruction et qu'on puisse prouver cette catégorie de génocide. Donc là, je vous ai remis le petit récapitulatif entre les deux notions. Et donc, quand même, Raphaël Lemkin réussit, malgré tout, même s'il est très déçu que son concept ne soit pas retenu au tribunal militaire de Nuremberg, il réussit à faire rentrer ce concept-là comme une notion de droit international, et l'ONU adopte à Paris en 1948 officiellement la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Donc, heureusement, il n'a pas tout perdu. Et le génocide, il est défini dans cette convention comme un acte commis dans l'intention, c'est pour ça que je parlais vraiment de cette centralité de l'intentionnalité, l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ce qui n'était pas forcément présent, justement, dans cette définition du crime contre l'humanité. Là, je vous ai mis les deux hommes, donc Raphaël Lemkin sur la gauche, Ernst Lauterpacht à droite, qui lui a été un fervent défenseur de cette notion de crime contre l'humanité. Et les deux hommes se sont opposés quasiment dans la seconde partie de leur vie, justement pour défendre l'un le concept de génocide, l'autre de crime contre l'humanité. Parenthèse, sur ces deux hommes et sur ces deux notions, il y a un livre très très intéressant qui est sorti il y a quelques années de Philippe Sands, qui s'appelle Retour à Lemberg. Merci Maurice. On n'a pas fait exprès, on ne s'est pas appelé avant.
ce qui est vraiment super pour comprendre un petit peu comment Raphaël Lemkin forge ce concept-là et comment les deux hommes vont défendre deux positions et comment pendant longtemps ça va plus être la notion de crime contre l'humanité qui va s'imposer et que finalement, de manière peut-être un peu plus récente, c'est celle de génocide qui est utilisée. Donc là, Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, donc je vous ai mis la résolution 230 du 9 décembre 1948 avec en son article 2 justement cette définition du génocide et les différentes sous-catégories avec meurtre des membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique, mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ça, c'est notamment intéressant ce qui concerne le génocide des Arméniens. Le vocabulaire aussi, alors là j'ai mis à la recherche d'un vocabulaire non juridique parce que c'est pareil, c'est difficile, et ça c'est notamment parce que j'ai un cours sur ce sujet aux étudiants de Sciences Po, de distinguer le crime de génocide et la notion de génocide, mais aussi d'autres concepts peut-être plus flous et peut-être plus fourre-tout, j'allais dire entre guillemets, comme ceux de violence de masse, de violence extrême, la différence aussi entre un massacre et un génocide, et voilà, de comprendre qu'il existe des crimes de guerre, qu'il existe des crimes de génocide et qu'il existe voilà, d'autres, peut-être des concepts plus intermédiaires comme ceux de massacre ou de violence extrême, et que surtout, ce qui est intéressant quand on parle de génocide, c'est d'étudier le processus de destruction, c'est-à-dire le processus génocidaire, j'allais dire chose que l'on ne retrouve peut-être pas ou moins ou de manière différente quand on va évoquer le crime contre l'humanité. Vraiment, moi, j'insiste beaucoup dans ce que je fais au Mémorial de la Shoah tous les jours, sur leur dire, quand on parle du génocide des Arméniens, de la Shoah, du génocide des Tutsis, ne pas uniquement considérer la finalité, c'est-à-dire le crime lui-même, c'est-à-dire l'assassinat des gens, mais considérer toutes les étapes qui vont mener à cette finalité et à cet assassinat systématique. Donc ce processus de destruction, c'est aussi faire la part des choses entre l'idéologie et l'imaginaire, et notamment pouvoir pointer quel est le rôle de l'État. On va le voir, dans le cadre d'un génocide, l'État met toute son administration, met tous ses fonctionnaires, met son économie, met sa culture, met tout ce qu'il a au service justement de ce plan de destruction systématique. Il y a aussi le contexte de la guerre qui est important pour comprendre le déroulement d'un génocide et parfois le lien qu'il peut y avoir entre un contexte de guerre militaire et celui d'un génocide. Les dynamiques de la destruction de masse, je viens de le dire. Le passage à l'acte, ça c'est plutôt étudier la psychologie des bourreaux, mais malheureusement on n'aura probablement pas le temps de le faire aujourd'hui. Et tout ce qui est survie et sauvetage, et ça notamment c'est Jacques Semelin qui a beaucoup étudié ces questions de survie, d'entraide, de sauvetage, et notamment en ce qui concerne les Juifs de France avec son livre sur les 75% des Juifs de France qui ont survécu, et de montrer aussi que en fonction de, notamment quand on parle de la Shoah, en fonction des pays desquels on va parler ou des communautés desquelles on va parler, il faut pas le faire de manière générale, de manière globale. Pour moi, on ne parle pas, par exemple, de la Shoah en France comme on pourrait parler de la Shoah en Italie, de la Shoah en Pologne, de la Shoah en Grèce, parce que, en fonction du contexte géographique, du contexte social, parfois, le processus génocidaire ne se déroulera pas nécessairement de la même manière en ce qui concerne la législation, en ce qui concerne les déportations, même si, bien évidemment, la finalité, c'est l'assassinat de tous les Juifs d'Europe pour les nazis. Alors, les mécanismes, ce que j'ai mis, les mécanismes du génocide, pour moi, c'est 4 grandes étapes. Donc, stigmatiser, et notamment le rôle de la propagande, qui, je pense, est vraiment très important. Que ce soit donc, alors pour les Arméniens, je vous avouerai que c'est peut-être celui des 3 génocides que je connais entre guillemets le moins, mais en tout cas en ce qui concerne la Shoah, ce discours vraiment préparatoire à la mise en acte du génocide, c'est-à-dire aux arrestations et à l'assassinat des individus, l'aspect législatif qui est aussi très important. Je pense, ça peut être les lois de Nuremberg, ça peut être bien évidemment le statut des Juifs en ce qui concerne la France. Il y a différentes lois aussi qui ont été prises pour les autres génocides, le port des signes distinctifs, l'exclusion. Ça, c'est important, l'exclusion sociale, mais qui va de pair avec la propagande, l'aspect législatif.
Et puis l'exclusion physique par le biais de l'arrestation et par le biais de ce qu'on va appeler pour la Shoah, le génocide des Juifs, l'internement ou la ghettoisation, l'enfermement des individus avant leur déportation. La déshumanisation, bien évidemment. Les individus sont réduits, je pense, à la propagande pendant le génocide au Rwanda. Les Tutsis sont décrits comme des parasites, comme des cafards, mais de même que les Juifs pendant la Shoah, ils viennent souiller, ils viennent pourrir de l'intérieur la race aryenne. Donc il y a vraiment un discours et une représentation du nous et du eux, de manière à vraiment diviser aussi la société et les individus. Évidemment, l'extermination physique, mais aussi culturelle et j'allais dire une extermination aussi mémorielle, parce que c'est la possibilité pour un peuple de transmettre sa culture, de transmettre ses identités, de transmettre sa mémoire, et c'est ça aussi qui est porté par le génocide. Alors, génocide des Arméniens, bon là j'avais remis les grandes dates clés, mais je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement pertinent aujourd'hui, mais voilà, début, donc 1915, population arménienne évaluée à 2 100 000 personnes, pardon. Donc le contexte de la Première Guerre mondiale, et en fait le génocide des Arméniens, où il y a deux grandes phases véritablement. Une première phase du génocide qui va commencer avec la circulaire 3052 du 24 avril 1915, et donc c'est là véritablement on va retrouver cet aspect législatif qui je pense est fondamental pour comprendre aussi comment ça va se traduire en actes ensuite par la déportation des individus. Donc là en l'occurrence cette circulaire qui va être signée par le ministre de l'Intérieur, donc Talaat, donc des hommes principalement, considérés comme l'acte fondateur du génocide des Arméniens. Et 2345 hommes vont être arrêtés à ce moment-là, et il va y avoir une première phase d'arrestation suivie d'une loi de déportation. Donc là, on a cet État qui met de manière nationale une loi pour mettre en place la déportation systématique des Arméniens. J'avais une petite carte qui est potentiellement illisible, je pense, sur ce PowerPoint. Mais voilà, avec la présence des Arméniens, les principaux points de départ, donc on voit qu'il y a une centralité aussi donc, de Constantinople et donc d'autres points à l'intérieur de l'Empire ottoman, et les principales trajectoires des convois de déportation, et la situation des camps de concentration, des camps de transit et des points de relégation des déportés arméniens. Je vous la remettrai juste après, je retourne aux dates. Donc cette loi de déportation qui va planifier l'organisation des massacres, et majoritairement, comme je le disais, à partir de la ville de Constantinople. 306 convois de déportés sont dénombrés entre le mois d'avril et le mois de décembre 1915, avec un total de 1 040 782 personnes recensées comme faisant partie de ces convois. Alors, j'aime pas trop, mais là je reprends une expression d'Hubert qui est « comparer pour mieux singulariser ». Il a des jolies formules, Hubert. J'allais dire, on pourrait de manière similaire faire cette présentation pour le génocide des Juifs, c'est-à-dire la mise en place aussi des déportations, notamment à partir de l'année 1942 en Europe, à l'échelle de l'État nazi. Tous les acteurs de l'État vont se mettre au service de cette déportation et de ce plan d'assassinat, là dans les différents centres de mise à mort. En l'occurrence, il n'y a pas de centre de mise à mort réellement qui sont conçus pour le génocide des Arméniens, mais ça va plutôt être des localités reculées, des déserts qui vont être utilisés pour la mise à mort par la faim, par la soif, par des massacres à ce moment-là. Donc les dates clés, je vous laisse lire, je n'ai pas nécessairement besoin de vous expliquer, mais à la deuxième phase du génocide quand même, à partir du 15 septembre 1915, donc on est vraiment aussi là, pas sur la chronologie peut-être plus élargie de la Shoah, on est, on va dire, de 39-40 jusqu'à 1945. Là, c'est vraiment 2 années, donc on a un processus génocidaire qui est plus ramassé, qui est plus contracté. Donc 15 septembre 1915,
toujours le même ministre de l'Intérieur, envoie un télégramme qui est important à la direction du Parti jeune turc à Alep, dans lequel il dit, et là je le cite, « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. Aussi criminelles que soient les mesures à prendre, il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. » Donc ça, je pense que c'est un document qui est important. Et qui montre, alors en général, l'État jeune turc procédait à la destruction systématique de ses archives, de ses papiers administratifs. Heureusement, certains nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, c'est des dates clés et c'est des décisions clés qui font qu'ensuite va pouvoir se mettre en place cette extermination rationalisée et finalement peu coûteuse de la part des autorités jeunes turques, comparativement par exemple aux nazis qui vont vraiment créer des structures industrielles. Je pense aux différents crématoires d'Auschwitz-Birkenau par exemple. Là, en l'occurrence, l'extermination, elle se fait sans témoin, sans réel, j'allais dire, coût socio-économique pour la société. Le déplacement des Arméniens doit préserver le secret des opérations d'extermination et est coordonné par une organisation spéciale, l'OS, c'est la traduction en français, police politique et administrative. Donc là encore, un organe d'État qui va procéder qui va participer, qui va procéder à ce processus d'extermination. On pourrait citer, comme par exemple la SS et la Gestapo pour le régime nazi, ou les milices Hutus pour le gouvernement rwandais lors du génocide des Tutsis en 1994. Différents documents là, donc là je vous avais mis donc la photo, le convoi de déportés, le télégramme du ministre de l'Intérieur aussi, que je vous ai cité, et puis une affiche placardée que je trouvais intéressante aussi, qui dit bien « Tous les Arméniens seront forcés de partir dans un délai, etc. » Donc là c'est relatif à leur déportation. Je regarde l'heure, il ne me reste que 20 minutes. Donc la propagande, je pense que ça c'est des choses que vous connaissez, le rôle de la propagande qui est important. Donc là c'est un exemple en ce qui concerne le génocide des Juifs, avec une une. Et donc cette carte, pareil, la Shoah, les principaux camps d'internement et d'extermination. Là, ce qui me paraissait intéressant pour cette intervention sur le génocide, c'est de montrer véritablement la densité de lieux qui vont servir à la déportation, à l'internement des Juifs, à leur regroupement, à leur déportation et bien évidemment à leur extermination. Alors même si là vous avez la présence de camps de concentration qui, au sens strict du terme, ne servent pas à l'extermination des Juifs, ils serviront en tout cas vers la fin de la guerre, au moment de l'évacuation d'un certain nombre de camps de transfert, je pense par exemple à Bergen-Belsen ou d'autres. Mais voilà, pour montrer aussi cette carte, elle est moche, elle est assez illisible, mais elle montre que vraiment l'Europe est... il y a une densité de lieux servant au génocide et servant au processus génocidaire qui est assez impressionnante. Et je trouve que ça se voit tout de suite de manière visuelle sur cette carte. Même dans des pays comme les pays baltes, par exemple, c'est des lieux qui sont peut-être moins connus et d'autres lieux d'Europe centrale. Et là, la merveilleuse carte du mémorial de la Shoah qui est super moche. Alors, j'ai l'impression qu'elle ne s'affiche pas très bien à l'écran. Non plus, parce que le fichier est très lourd. Je ne reviens pas dessus, je pense que ça, tout le monde la connaît, mais ça, c'est la carte des principaux itinéraires de déportation partant de France à destination d'Auschwitz, et donc qui reprend un petit peu aussi la carte précédente. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir déjà ce trajet de la déportation, de voir que, contrairement aussi à l'idée reçue, souvent quand on parle du génocide des Juifs, en tout cas quand je le fais avec les classes, ils pensent que tous les Juifs de France ont été déportés à Auschwitz. Non, il y a aussi d'autres lieux qui vont pouvoir être utilisés, comme par exemple ce convoi 73 qui part tout au nord dans les pays baltes, dans lequel étaient le père et le frère de Simone Veil. C'est intéressant de montrer aussi cette distance géographique et cet éclatement géographique qui va servir à la déportation des Juifs de France et évidemment d'Europe.
Et si je passe donc au dernier, qui est le génocide des Tutsis au Rwanda, donc petite carte du Rwanda, le génocide donc des Tutsis. Donc la structure du social du Rwanda héritée du système colonial belge, je pense que c'est vraiment important aussi pour pouvoir appréhender ce génocide, et notamment dans le processus génocidaire spécifique pour le génocide des Tutsis, de cette intégration des théories raciales de l'ancienne époque coloniale belge, et notamment de la hiérarchie complexe qui va être mise en place entre les différentes ethnies qui composent le Rwanda. Il y en a 3 principalement, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Alors les Twa, c'est vraiment une toute petite minorité. Donc vraiment les 2 ethnies principales, ça va être la minorité Tutsi, qui est proche du pouvoir au moment de la colonisation belge et qui va composer principalement les classes aisées ou moyennes du pays, et la majorité Hutu qui souvent sont issus de voilà, c'est des agriculteurs, c'est beaucoup de travail de la terre et parfois constituant la classe pauvre du pays, ce qui va se retourner au moment de l'indépendance du pays. Le Rwanda prend son indépendance en 1959, et en fait les Hutus vont être mis au pouvoir par les anciens, par les Belges, avant de donner l'indépendance au pays. Et donc, il va y avoir une sorte de revanche de la part des Hutus vis-à-vis à l'égard de la minorité Tutsi, et ce qui va faire que va se mettre en place un régime dur, c'est-à-dire dans lequel, par exemple, le multipartisme va être interdit pendant très longtemps, dans lequel il va y avoir des publications, notamment des journaux du pouvoir Hutu, développant un imaginaire et un discours raciste à l'égard des Tutsis, et qui va venir à son apogée en 1994, au moment du déclenchement du génocide. C'est ce que j'ai mis dans le ressentiment croissant chez les Hutus pendant toute cette période de la colonisation du Rwanda, ensuite ils vont pouvoir laisser exprimer à partir de 1959. Le coup d'État, je ne reviens pas dessus. Il y a quand même les accords d'Arusha en 1993 qui mettent fin à la guerre civile au Rwanda entre 1990 et 1993, qui va aussi jouer un rôle fort dans le génocide ensuite de 1994. Et évidemment, cet événement du 6 avril 1994 alors, on ne sait pas si c'est un attentat, c'est toujours, les historiens travaillent encore toujours sur cet événement, mais en tout cas, l'avion du président Juvénal Habyarimana est abattu, et c'est vraiment là aussi le déclenchement du génocide des Tutsis, de la même manière que je vous avais cité cet événement en ce qui concernait tout à l'heure le génocide des Arméniens. On pourrait avoir aussi ce moment charnière de la conférence de Wannsee, par exemple, en ce qui concerne le génocide des Juifs, avec cette organisation plus pragmatique du génocide. Le génocide des Juifs avait déjà commencé dès 1941, notamment par l'action des Einsatzgruppen à l'Est, mais il y a aussi ces moments charnières de l'année 1942 pour la Shoah, des différentes lois de 1915 pour le génocide des Arméniens, et là de l'avion abattu le 6 avril 1994. Là, c'est le rôle de la propagande. C'est un docteur belge examine un patient rwandais pour déterminer sa race. Donc, il y a vraiment un héritage raciste et racialiste, comme je vous le disais tout à l'heure. La carte d'identité, là encore, on pourrait établir des parallèles avec aussi c'est la carte d'identité des Juifs sur laquelle était apposé le tampon à partir de 1940, en tout cas en ce qui concerne la France. Là, c'est la carte d'identité héritée du système colonial belge, sur laquelle est mentionnée l'ethnie des Rwandais. Est-ce qu'ils sont Hutus? Est-ce qu'ils sont Tutsis? Est-ce qu'ils sont Twa? Et ça va être très utile aux Hutus au moment du génocide, tout simplement pour savoir qui est Tutsi ou qui ne l'est pas, lors des postes frontières et des contrôles qui vont être réalisés par les milices Hutus. Les 3 structures du génocide des Tutsis: la bureaucratie,
l'appareil d'État, les médias, et notamment des médias comme par exemple la radio des Mille Collines, qui va avoir un rôle très important dans la diffusion des informations et aussi dans cette chasse à l'homme qui va se mettre en place au moment du génocide. Il va y avoir des listes de Tutsis qui vont être dites à la radio en disant un tel vit dans tel village, et vous allez avoir ensuite des milices qui vont aller dans ces villages pour assassiner tous ces individus. Donc vraiment, ce média qui était le média principal au Rwanda, la radio, pour pouvoir diffuser et les informations et évidemment la propagande et le discours génocidaire, et les autorités administratives de base qui ont aussi beaucoup aidé à la réalisation du génocide. On aurait pu là faire le parallèle avec, par exemple, les populations locales pendant la Shoah, notamment les populations locales à l'Est, qui ont pu aussi avoir un rôle majeur dans le développement et l'aboutissement du processus génocidaire. Et là, pour le Rwanda, notamment les préfets, les bourgmestres, les conseillers de secteur, les responsables de cellules, j'aurais pu intégrer un autre acteur qui est celui de l'Église, parce que vous avez aussi beaucoup de prêtres, un certain nombre de prêtres, qui ont pu être des agents, entre guillemets, du génocide. Ici, un exemple de propagande pour le génocide des Tutsis, les 10 commandements des Abahutu. Pareil, publication dans un journal qui s'appelle Kangura, c'est un journal rwandais, publié donc en 1990 et qui va avoir un écho très important au moment du génocide. Là, l'idée, c'était, pour faire le lien avec ce que je disais en introduction sur la structure du processus génocidaire, c'est la déshumanisation des individus. Là, voilà, c'est un exemple de déshumanisation et de vocabulaire utilisé par les Hutus pour viser l'ethnie Tutsi. Est-ce que ça va ou il me reste... On a encore du temps, hein, Delphine. Un peu de temps? Bon, j'ai encore 5-10 minutes, quoi. Oui, puis on commencera le dialogue avec l'assistance. Alors, il me dit, votre connexion Internet est instable. Quelle angoisse. Oui, mais ça va. On arrive à bien. Donc là, c'était pour faire plutôt, c'est une sorte de conclusion où... sur mémorialisation et lieu de mémoire des génocides, et notamment cette journée du 27 janvier. Quand même dire que 149 États aujourd'hui sont signataires de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du génocide, dont la France depuis 1950, les États-Unis depuis 1988, et que la communauté internationale tente d'agir face à des génocides. Enfin, face au génocide, il y a des tribunaux internationaux, 5 qui ont été créés depuis 1993, notamment, alors je vous les donne, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY en 1993, qui a été dissous en 2017. Ce qui est intéressant avec ces structures internationales juridiques qui vont juger des génocides, c'est qu'elles ont une date de début et une date de fin. Et qu'en fait, elles sont missionnées pour réaliser cette mission qui est de juger des génocidaires et de pouvoir aussi favoriser le travail des historiens par rapport à des génocides qui sont proches de nous en termes de temps. Le génocide des Tutsis, 94, c'est 25 ans, c'est très peu dans l'histoire, si vous voulez, pour avoir le recul nécessaire pour étudier un tel événement. Donc ce tribunal-là, le tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est le TPIR qui a ouvert en 1994 et qui a été dissous en 2015. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone en 2002, le tribunal spécial irakien en tribunaux cambodgiens en 2006. L'ensemble de ces juridictions pénales universelles sont chapeautées par une institution qui s'appelle la Cour pénale internationale, qui a été fondée par le traité de Rome en 1998 et qui joue aujourd'hui un rôle important pour pouvoir avoir...
j'allais dire, pour pouvoir donner la qualification de génocide. En tout cas, pour pouvoir faire le travail nécessaire à ce que un crime de masse ou un crime contre l'humanité puisse ensuite être considéré par la communauté internationale comme un génocide ou pas, j'ai envie de dire. Et puis, pour pouvoir aussi réaliser un travail, là, j'allais dire, avec la société civile, ou en tout cas les historiens en lien avec les lieux de mémoire. Là, je vous ai mis 3 exemples de lieux de mémoire en lien avec les 3 génocides qu'on a évoqués, en ce qui concernait, par exemple, le camp d'Auschwitz-Birkenau, le mur des noms du mémorial de la Shoah, parce que c'est la maison et qu'il fallait que je le mette, le mémorial du génocide arménien et le mémorial de Kigali au Rwanda. Et c'est de voir qu'en fait, pour 3 événements, entre guillemets, qui sont les 3 considérés comme génocides, on n'en est pas au même plan dans la connaissance des événements, notamment je pense au Rwanda, avec tous les débats autour de la commission qui a été mise en place par Emmanuel Macron, présidée par un historien qui s'appelle Vincent Duclerc, et qui pose un certain nombre de problèmes, l'accès aux archives qui est compliqué pour le Rwanda, avec l'ouverture prochaine des archives de François Mitterrand, et voilà, aussi le travail autour du rôle de la France ou d'autres puissances dans le génocide, et puis bien évidemment ce qui se passe pour le génocide des Arméniens, et la non-reconnaissance encore par l'État turc de ce qui s'est passé, et le fait que parfois il faille faire des lois, je pense par exemple à la France, voilà, pour mettre en place une reconnaissance officielle, notamment, enfin là en l'occurrence, du génocide des Arméniens. Comment aussi on gère ces lieux, comment on en est à différents stades de mémorialisation. Là, on a des lieux, on a des murs, on a des monuments commémoratifs, on a des noms, et puis surtout autour de ces enjeux de la perte des survivants, et ça nous est encore plus... je vous apprends rien, on travaille tous pour des institutions qui sont en lien avec la Shoah, donc voilà, comment on fait ensuite pour pouvoir transmettre l'histoire et la mémoire de ces génocides face à la disparition des derniers témoins et à la résurgence de discours négationnistes, que ce soit pour la Shoah, les Arméniens, le génocide des Tutsis, ou la relativisation de l'histoire et des événements. Très bien. Je parle très vite, je suis désolée, c'est un défaut. Non, très bien, merci. Non, pas du tout. Merci pour comment dire, c'est pas un panorama, mais c'est cet aperçu des trois grands drames de ce XXe siècle. On va laisser la parole à l'assistance, mais et puis il faudra qu'il débloque le micro, puisque j'avais arrêté tous les sons pour ne pas gêner à l'intervention. Pour ceux qui le souhaitent, excuse-moi Maurice, mais pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi poser les questions via la partie de chat si on ne souhaite pas prendre la parole en tant que tel. On peut aussi poser les questions par le chat et on se fera le relais. Très bien. Moi, j'avais première question en direct par rapport aux réactions des élèves. Quand vous présentez ces 3 génocides, est-ce que les élèves sont surpris finalement, notamment par la proximité du génocide au Rwanda, la proximité temporelle, ou est-ce que pour eux finalement ça reste quelque chose de tellement éloigné, ça dépasse avant-hier, donc c'est un truc très 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 ancien? En fait, je dirais que ce que je trouve assez frappant, c'est la méconnaissance du génocide des Tutsis au Rwanda. Et justement, on pourrait croire que par la proximité temporelle, alors, 94, eux, la plupart sont nés début des années 2000 quand même, donc ils n'étaient pas nés pendant le génocide des Tutsis, mais en tout cas, il y a une méconnaissance, alors que le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs, ça, c'est acquis, ils en parlent, c'est au programme. Le génocide des Tutsis, souvent, en fait, il faut passer par des biais, et notamment, j'allais dire, des biais actuels comme, je sais pas, l'ouvrage de Gaël Faye ou le chanteur Stromae qui l'évoque dans une de ses chansons. Mais en fait, c'est vraiment, souvent, quand je leur demande, il y a eu un génocide dans un pays d'Afrique dans les années 90 en 94, ils vont me citer, ils vont me dire le génocide au Congo, qui n'est pas, c'est pas reconnu comme un génocide, c'est un crime contre l'humanité, c'est un massacre. Mais alors, par contre, le génocide des Tutsis,
faut vraiment revenir et souvent on est obligé de rappeler tout le contexte historique. Il y a une grosse méconnaissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien là quand même avec la question de la temporalité que vous abordiez, c'est-à-dire que c'est quand même un génocide qui s'est fait sur un temps extrêmement court et que peut-être du point de vue ensuite de la représentation dans l'actualité, déjà pour commencer, et puis dans l'histoire, mais ça c'est la responsabilité des programmes scolaires et des éditeurs, mais en tout cas dans l'imaginaire collectif, ça s'est fait en tellement peu de temps que pour eux, parce qu'ils l'ont conscientisé. Évidemment, on pourrait dire que les Arméniens, ça a été caché très longtemps et c'est encore sujet de plein de débats, etc. Malgré tout, les médias, ils viennent et ils reviennent de façon très régulière maintenant. Donc, c'est peut-être que ça compense le fait que ce soit un génocide très ancien. Parce que moi, quand j'étais élève, par exemple, le génocide arménien, on n'en parlait pas encore. C'est quelque chose qui s'est fait par la suite. Et que pour les Tutsis, peut-être qu'il y a une conjonction à la fois du fait qu'il y a une faible couverture médiatique, on va dire peut-être, ou reconnaissance institutionnelle, enfin voilà, passant par les programmes scolaires, et qu'en même temps, il y a cette temporalité extrêmement courte de quelques mois, quoi, à peine. Je pense que oui, je vous rejoins sur le fait que la temporalité, 100 jours, 1 million de victimes, voilà, c'est compliqué aussi d'appréhender un processus génocidaire qui est aussi rapide au regard de ce qu'a pu être celui des Arméniens ou celui des Juifs pendant la Shoah. Après, savoir que quand même le génocide des Tutsis, il est aujourd'hui dans les manuels scolaires, mais uniquement en terminale, et que ça arrive très tard finalement dans les enseignements. Donc, ce qui fait que voilà, quand on peut l'évoquer avec des classes de 3e, même de seconde ou de première, du coup, il n'a pas été enseigné. Et puis après, je pense qu'il y a une forme de relativisation dans parfois la présentation par les médias de ce génocide en particulier, qui est de le réduire presque à une guerre entre tribus. Vous voyez, c'est dans un pays africain, c'est des ethnies différentes. Alors le passage entre ethnie et tribu, là, on est dans le gros préjugé que voilà, tous les Africains, grosso modo, sont encore dans des cases et vivent dans des tribus. Et voilà, il y a ce truc de c'était une guerre tribale, c'était pas un génocide. Et il y a vraiment cette présentation de génocide des Tutsis qui est biaisée pour moi par les médias, et même parfois dans les enseignements aussi, qui fait que voilà, les élèves ont du mal à comprendre le processus génocidaire spécifique à l'encontre des Tutsis. Et puis la problématique de la langue aussi, je dirais. Parce qu'encore, voilà, quand on parle des Arméniens, mais quand on parle des Juifs, voilà, il y a l'allemand, il y a des langues européennes. Là, le Kinyarwanda, c'est peut-être aussi un frein pour que les élèves s'intéressent aux archives et puissent entreprendre des débuts de recherche, quoi. J'avais une question par rapport. Vous parliez à la fin sur la dernière slide de la question de la reconnaissance et de la représentation dans l'espace public finalement du génocide et donc de la mémorialisation de l'espace par rapport à ces génocides. Et donc, vous preniez le cas de la Shoah, du génocide arménien et du génocide Tutsi. Et je me posais la question du problème de la réconciliation mémorielle dans un pays, ce qui est le cas du Rwanda. Est-ce que cette réconciliation mémorielle qui a vraiment été même montré en exemple quand même, qui a été un facteur de redressement du pays très rapide vraisemblablement, en tout cas voilà, l'aspect politique a joué vraiment un levier très important pour le renouveau du pays sous plein d'aspects, y compris économiques. Est-ce que finalement le tribut à payer à cette réconciliation nationale n'a pas été ou n'est pas aussi de passer sous silence ou de ne pas aller au bout du processus punitif, de mémorialisation. Je sais pas comment. Oui, punitif et donc de mémorialisation, c'est-à-dire qu'on fait passer devant en priorité le principe de la reconstruction et de l'avenir peut-être en épargnant. Vous comprenez ce que je veux dire Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En minorant ou en minimisant dans le discours au moins le processus peut-être juridique ou voilà.
Je pense que c'est vraiment, merci de poser la question, parce que je pense que c'est aussi une spécificité du génocide des Tutsis, qui est cette réconciliation quasiment systématique en fait qui va être prônée quand on évoque le génocide et la cohabitation de nouveau entre les anciens bourreaux et les victimes. Et c'est notamment l'exemple que je donne souvent, c'est les procès Gacaca. C'est une loi de l'État rwandais qui est passée en 2001, qui instaure les tribunaux populaires Gacaca. Donc là, on est hors du tribunal international pour le Rwanda que je vous ai cité en 94. On est vraiment sur des juridictions de l'État rwandais. Vous allez avoir, c'est plus de 50 000 tribunaux Gacaca. Ça s'étale sur une période à peu près de un peu plus d'une dizaine d'années. C'est 2001, le dernier tribunal Gacaca. Il se tient en 2015. Donc on est à peu près un petit peu plus d'une dizaine d'années. Vous allez avoir quand même 500 000 personnes qui vont être jugés par ces tribunaux populaires. Et c'est vraiment le peuple rwandais, parce que vous avez des juges, hein, ceux qui sont appelés les sages, entre guillemets, qui vont être en capacité de juger. Ce ne sont pas des juges professionnels, ce ne sont pas des magistrats, mais qui en tout cas vont être amenés à juger à peu près ces 500 000 personnes. La devise de ces tribunaux Gacaca dans cette loi, c'est justice, vérité et réconciliation. Et je pense que si on veut comprendre le génocide et si on veut comprendre aussi la mémoire qui est difficile au Rwanda aujourd'hui, c'est clair que cette réconciliation, y a des arguments pour comme il peut y avoir des arguments contre, et que ça fait qu'aujourd'hui il y a des situations qui peuvent être très difficiles, notamment pour des Tutsis et survivants du génocide qui sont obligés de cohabiter avec leurs voisins qui parfois ont tué des membres de leur famille, parfois qui vont continuer à venir les violenter même après le génocide, et le fait que les tribunaux Gacaca, la condamnation, enfin les peines qui sont prononcées souvent peuvent nous paraître extrêmement légères. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle Les collines parlent à ce sujet sur spécifiquement ces tribunaux-là. Et l'exemple qui est donné, c'est qu'il y a un monsieur qui a tué plusieurs enfants pendant le génocide et qui va être condamné à 8 ans de prison. Et le reste de sa peine va être transformé en peine de travaux d'intérêt général et des réparations matérielles. Il va être obligé de donner aux parents de ses anciennes victimes 3 moutons, une vache, une parcelle de manioc et 20 kilos de pommes de terre. Et c'est vrai que pour nous, ça peut nous paraître choquant, mais en même temps, voilà, économiquement, le Rwanda, s'il avait fallu mettre tous les Hutus qui ont participé au génocide en prison, il y aurait eu quasiment la moitié de la population qui aurait été en prison. Il n'y avait pas les infrastructures pénitentiaires nécessaires. Et c'est surtout que c'est comment on réapprend à vivre ensemble malgré le génocide, et comment aujourd'hui, il y a quand même, Kigali, vous avez un mémorial national, vous avez aussi un certain nombre d'églises dans lesquelles vous avez des efforts qui ont été faits par les autorités. Vous avez une association qui s'appelle Ibuka, qui est aussi très présente, je pense à Marcel Kabanda, et qui est aussi très actif en France. Mais après, c'est vrai que ça montre aussi les limites de ce qu'il est possible de faire. Mais c'est aussi une autre manière de faire par rapport à ce que nous, on a pu expérimenter avec l'exemple des 2 autres génocides. Parce que j'ai entendu parler notamment on parlait de limites, des justes Hutus, donc qui ont sauvé des Tutsis, et de quelle façon en fait autant d'années plus tard ils continuent à être harcelés, voire persécutés par des membres de leur propre ethnie, étant considérés comme des traîtres, et que donc effectivement sur le papier cette notion de réconciliation est formidable. En réalité, effectivement, je pense qu'au plan local, il y a énormément de... Ouais. Pas seulement au plan local, je me rappelle, puisqu'ici il existe des organisations, des associations de Rwandais qui vont d'ailleurs maintenant d'ailleurs le nouveau président d'Ibuka est un ancien Toulousain, Étienne, qui est maintenant le président d'Ibuka national. Et je me rappelle d'une exposition du mémorial et l'intervention des Rwandais, et on était avec une jeune fille qui, à un moment, elle tremblait, elle s'est sentie très très mal, et j'étais allé voir ce qui lui arrivait pour voir comment l'aider. Et en fait, dans le public venait d'entrer un génocidaire qu'elle a reconnu.
Et son corps a parlé avant elle, et on était quelque part à Toulouse, je ne sais plus où, et donc c'était la panique. Il y a eu une résurgence de cette panique. Donc oui, au niveau national, ce qu'ils essaient de faire, ça semble assez fou. Après, on retrouve, c'est vrai que la comparaison, les comparaisons sont toujours fallacieuses, mais la dénazification de l'Allemagne est aussi quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné. Et les Juifs allemands se sont retrouvés comme cela, confrontés à des complices en tout cas du génocide. De même qu'en Pologne, on a pu avoir un pogrom encore en 70, donc ça ne s'est pas terminé. C'est vrai que l'après-génocide est une période assez peu étudiée. Nous, en France, on s'est arrêté à l'épuration. On n'a pas assez étudié la deuxième génération de ceux des victimes, la deuxième génération, les enfants des victimes, mais c'est quelque chose qui reste encore extrêmement éprouvant et qui reste encore à étudier. Je pense que pour rebondir sur ce thème des enfants, c'est aussi pour le génocide des Tutsis, c'est les enfants qui sont nés de viol. C'est-à-dire que comment ensuite, voilà, on prône une réconciliation, mais quand un enfant né d'un viol entre une mère Tutsi et son bourreau Hutu, bah, c'est une place aussi dans la société qui est très difficile. Et souvent, ces enfants se retrouvent à ne jamais finalement pouvoir trouver leur place, à devoir parfois s'exiler. Il y a aussi beaucoup d'associations de femmes victimes de viol pendant le génocide des Tutsis, qui a été une arme au service du génocide. Hein. Vraiment, le corps a été, peut-être plus que pour les deux autres génocides, une arme au service du processus. Et puis c'est surtout les enfants ensuite nés de ces violences, quoi. Si quelqu'un veut prendre la parole, on salue pour remettre le son. La présence d'Annie Marco, et on se rappelle bonjour et merci de Robert qui nous manque tant aujourd'hui. Merci tous les jours. Merci de vos paroles. Et effectivement, maintenant, je trouve que Madame Barret soulignait l'importance des viols dans les nouvelles guerre. Et actuellement, c'est dramatique parce que les enfants sont tous rejetés. En plus, tout ce que vous avez dit est très vrai. Et puis une stigmatisation aussi des femmes et une utilisation du corps des femmes qui est aussi dans les conflits contemporains, et je pense aussi à l'ex-Yougoslavie, c'est terrible. Les choses ne s'apaisent pas pour autant. On croit qu'on avance et qu'on apportera peut-être une certaine sagesse au regard de ce qui a été vécu et qu'on veut modifier, mais il y a de plus en plus de choses épouvantables. Et notamment la soumission des femmes dans les zones de conflit. Moi, je suis vraiment horrifiée par tout ça. Jacques ? Oui, j'ai une question d'ordre général qui peut-être pas très, très facile en ce qui concerne la réponse, mais on va voir ce qu'il en pense. Je suis convaincu que le concept de génocide est extrêmement utile pour montrer l'universalité d'un certain nombre de choses, pour produire une certaine homogénéité, à la fois politique sans doute, et puis pratique, c'est-à-dire juridique. C'est certainement très utile sur le plan du droit et sur le plan de la citoyenneté. Moi, je pose la question autrement. Je me demande en quoi ça peut être utile à l'historien. Autrement dit, est-ce que le fait d'avoir un concept aussi général que celui-là, qui passe outre aux spécificités, qui essaie de retrouver ce qui est commun aux uns et aux autres, en quoi ça nous aide à mieux comprendre les processus en question, ou c'est pas exactement ma question. Ma question, c'est plutôt quelle est l'importance respective de ce qu'on peut trouver un peu partout et de ce qu'on peut trouver seulement à un endroit. Dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure des 3 cas, ce qui m'a frappé, moi, c'est davantage la spécificité de chaque cas que l'universalité ou ce qu'ils ont en commun.
Autrement dit, est-ce que c'est un outil de connaissance ou bien est-ce que c'est une manière d'écraser un peu, d'aplatir les différences? Qu'est-ce qui est le plus utile sur le plan de la connaissance? Est-ce que c'est parler en termes de génocide ou de continuer à travailler, à approfondir les aspects propres à chaque situation? Ça, c'est une première question un peu vache, mais oui, bon, on va voir. C'est vrai qu'elle est dure. Moi, je dirais qu'en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que le concept de génocide, c'est un concept qui est difficile à manier parce qu'à la base, c'est un concept juridique. Et qu'en fait, il y a eu un basculement aussi, si vous voulez, historique qui fait que le concept de génocide, qui à la base est juridique, est tombé un petit peu dans le vocabulaire commun. Et aujourd'hui, tout est génocide. Il y a je sais pas... il y a des populations qui sont visées, ou même, je sais pas, pour la fourrure, là, quand on tue les visons, je sais pas quoi, le génocide des visons, tout devient génocide, et en fait, on perd l'essence même du concept qui est de pouvoir, dans des massacres de masse qu'il y a à travers l'histoire, qu'il y a à travers les siècles, comprendre que parfois, certains massacres vont être spécifiquement tournés contre une population, et que même si chacun est singulier, et là je vous rejoins en disant qu'en fait pour moi les génocides ne peuvent pas réellement s'étudier comme un continuum en fait d'événements, c'est-à-dire que chacun a un contexte géopolitique, géographique qui est particulier, mais qu'en fait ce qui est intéressant avec le génocide, c'est de montrer les mécanismes génocidaires, et c'est voilà ce que je disais, par exemple le rôle de la propagande, l'intentionnalité du crime, qui peut ensuite être utile à l'historien et aux citoyens face à des situations qui nous sont contemporaines, par exemple, je ne sais pas, dans des théâtres de conflit aujourd'hui en 2020, 2021 et probablement dans le futur, d'être en mesure, nous, de nous dire, bah là, peut-être que je suis face à ce qu'on pourra appeler un génocide, et donc dans notre capacité à l'appréhender et à pouvoir faire quelque chose et à intervenir. Pour moi, c'est en ça que le concept de génocide, il est intéressant, qu'il est très dur à manier parce que c'est devenu un concept fourre-tout qui est mal utilisé et qui surtout parfois parfois même beaucoup est utilisé à tort. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous voulez, je continue une seconde vers ma deuxième question. Le succès du terme de génocide est tel qu'il a peut-être fait des petits déjà. Et là, je pense particulièrement à ce dont vous faisiez état dans la partie introductive de la rencontre, à savoir le terme de féminicide. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là, qui lui aussi fait débat chez les juristes? Je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible, c'est deux choses très différentes. Il y a pas, les féminicides ne sont pas des génocides, mais ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est votre point de vue sur cette notion de féminicide. Est-ce que ça mérite d'exister, compte tenu des avantages de différents types, qu'a apporté la notion le concept même de génocide, ou bien est-ce que, comme le soutiennent certains d'autres juristes, il faut se contenter de termes courants, existants, et donc c'est un concept inutile. J'ajoute, pour préciser les choses, que si je suis bien informé, du côté espagnol, ça fonctionne comme un concept juridique, c'est utilisé dans les tribunaux espagnols. Langue espagnole, je dirais, généralement. Dans le cas de la France, il y a un débat. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? C'est un peu loin de ce que nous avons traité, mais bon, on est porté par le succès de lexical, là, pour le coup. J'en pense que c'est toujours bien, si vous voulez, de créer des termes, mais qu'en fait, il faut aussi faire attention. Et en l'occurrence, pour moi, féminicide, je pense que c'est aussi important parce que ça met en lumière les violences qui sont faites contre les femmes et tout le travail qu'il y a à faire de la part des historiens et de la part de la communauté citoyenne. Après, c'est comme l'émergence de termes, j'allais dire, on trouve politicide, mémoricide. En fait, ils n'ont en commun que leur racine, c'est-à-dire le cide. Après, de les mettre sur le même plan et de les comparer, pour moi, voilà, il faut qu'on parle de choses différentes entre un génocide
notamment voilà, les 3 cas que je vous ai présentés et des féminicides, on ne parle pas des mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toutes importantes, mais en tout cas, voilà, moi je ne suis pas partisane de mettre tout sur le même plan. Et la question n'est peut-être pas de mettre tout sur le même plan, la question est peut-être d'avoir un concept de compréhension, une clé d'entrée pour comprendre comment on s'attaque spécifiquement à un groupe de population en fonction de son ethnie, de sa religion, de son sexe, parce qu'il est né, la personne est née telle. C'est plus une clé d'entrée. Ensuite, c'est un outil normatif, c'est-à-dire un outil juridique qui permet de l'encadrer et de le réprimer. Mais je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter du risque de tout mettre sur le même plan. Disons que peut-être on pourrait le voir de façon positive comme une déclinaison qui permet d'appréhender d'autres types de crimes qui jusque-là étaient invisibilisés, par exemple les crimes spécifiquement commis sur les femmes parce que femmes. Voilà, c'est peut-être une porte d'entrée, une clé d'interprétation, mais je ne pense pas qu'il faille craindre une dérive de nivellement. Pas forcément. Le temps nous le dira, j'ai envie de dire que peut-être qu'on n'a pas le recul nécessaire pour appréhender finalement comment les mots vont être utilisés et quel regard on va pouvoir porter aussi sur ces concepts-là. Après, c'est toujours la problématique de comparer. Par exemple, comparer un génocide et comparer un féminicide. Voilà, moi, c'est plutôt la problématique de toujours tout comparer et en fait... C'est ça pour moi, mais il n'y a pas forcément lieu à devoir comparer. Et par contre, mais souvent c'est le réflexe, on a tendance à, c'est le réflexe qu'on a tendance. Mais parce que lorsque la question de féminicide, la définition de féminicide telle qu'il est explicité maintenant, c'est bien la notion de persécution et de violence commise sur un être humain parce qu'il est né femme. Et donc la notion de l'identité de la personne est bien en jeu. Donc de ce point de vue-là, pour moi, on n'est pas si éloigné que ça. Par contre, l'histoire nous dira si oui ou non le féminicide est bien un acte commis réellement sur la personne en tant que femme. Mais ça, ce sont les sciences sociales, je pense, qui le diront. Après des dizaines d'années d'études, elles commencent, à mon avis, à apporter largement les réponses. Donc, voilà. Mais de même que j'ai la réponse est orientée. Voilà, mais il va falloir quantifier, il va falloir étudier qualitativement et quantitativement ce type de crime pour voir si on peut leur appliquer ce concept ou un autre. D'ailleurs, voilà. Après, bon, les sciences sociales ont déjà quand même plutôt bien avancé sur ce sujet-là, même si ça ne va pas toujours. Fait partie des sujets dont le grand public peut très facilement s'emparer, et donc là aussi c'est biaisé. On croit qu'on ne sait pas alors que les sciences sociales travaillent dessus depuis 50 ans. Quoi. Pour rester dans le même champ d'études, Delphine, vous travaillez plus précisément sur les femmes durant la Shoah. Et en France. En France. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grands axes de votre champ d'études ? En fait, moi, le postulat de ma thèse, alors en réalité, c'est en France, c'est même à Paris, parce que j'ai été obligée de réduire mon champ d'études tellement je n'en sortais pas, et que je n'ai pas envie de passer 20 ans à faire ma thèse. Mais mon champ d'études, c'est l'hypothèse que j'ai émise dans ma thèse, c'est de dire qu'en fait, les femmes juives ne se sont, alors je le dis comme ça, ne se sont pas engagées quand le second conflit mondial a commencé, ou parce qu'il y a eu le début des persécutions, ou parce que, grosso modo, il y a eu la Shoah, mais qu'en fait, l'engagement des femmes juives était déjà préexistant depuis des années, notamment dans la période de l'entre-deux-guerres, et qu'en fait, il s'est poursuivi, mais simplement, il a pu parfois se modifier, parfois non, mais en tout cas, il a pu se continuer durant cette période, et bien souvent, il ne s'est pas arrêté non plus pour celles qui sont revenues, pour celles qui étaient survivantes en 1945, et qui s'est poursuivi dans la période de l'immédiate après-guerre, voire même du long après-guerre ensuite. C'est vraiment travailler sur cette notion d'identité. Est-ce que véritablement cette identité des femmes au foyer qui, grosso modo, était réduite au fait qu'elles restaient à la maison, s'occupaient des enfants, qu'elles ne travaillaient pas, est-ce que c'est vrai ? En réalité, on se rend compte qu'elles étaient quand même bien présentes
à la marge, mais qu'en tout cas, il y avait une présence des femmes dans la société et dans plein de composants de la société. Et c'est vraiment aussi questionner cette question de l'engagement, comment elles s'engagent, pourquoi elles s'engagent, et surtout, elles s'engagent sur un temps long. Et c'est-à-dire que votre amplitude temporelle part finalement des années 30 jusqu'à l'après-Seconde Guerre. Alors, à la base, ma thèse, c'était des années 20 aux années 40, presque la fin des années 40. Là encore, j'ai été obligée de réduire parce que sinon, c'est trop long. Et du coup, là, je suis plutôt les années de l'immédiate avant-guerre, donc 37-38, jusque 45-46. D'accord. Et là, vous voyez donc une continuité dans l'engagement politique, par exemple Alors, c'est engagement politique, engagement, j'allais dire, culturel, ou enfin, en tout cas artistique, l'engagement dans le travail des femmes, l'engagement associatif, l'engagement auprès de l'éducation pour les enfants, vraiment dans plein de domaines différents. Oui, c'est ça, c'est très vaste, y compris dans le social. Ouais, d'accord. Et il y a quand même un présupposé, il y a quand même un choix qui est d'étudier les femmes juives. Oui. Est-ce que ça se justifie finalement? C'est parce que peut-être que dans les études sur, je sais pas, la présence juive en France, ou en tout cas les études sur la Shoah ou les études sur la Seconde Guerre mondiale, déjà, la présence des femmes est souvent peut-être plus marginale, ou en tout cas, il y a un renouveau quand même historiographique autour de l'histoire des femmes ces dernières années, mais pendant très longtemps, elles sont restées à la marge, et d'autant plus en ce qui concerne les femmes juives pendant cette période, qu'on pourrait réduire à la Shoah, mais justement de montrer que aussi ça ne se réduit pas qu'à la Shoah. Je trouvais ça intéressant de me focaliser que sur les femmes juives. Mais on pourrait faire la même thèse sur les femmes non juives, hein. Je pense que... Deux exemples qui pourraient vous intéresser et que j'ai rencontrés parce que ce sont deux exemples qui ont beaucoup à voir avec les femmes juives dans le Tarn. Vous avez choisi Paris, moi j'ai choisi le Tarn. C'est Denise Gamzon, femme, l'épouse de Robert Gamzon, le créateur, inventeur des éclaireurs israélites de France, du maquis juif de Laconne, de Lautrec, le foyer rural, enfin bref, il a mis le titre de gloire. Son épouse était dans son ombre au point que l'on oublie, généralement, je fais un test, si quelqu'un le savait, mais qu'il me le dise, on oublie qu'elle était responsable du foyer rural de Lautrec, par exemple. C'est un truc qu'on ignore. Bon, c'est un détail administratif, si on veut, mais enfin, bon, c'est pareil. Alors, Denise a une histoire assez particulière, assez banale, comme vous le disiez tout à l'heure au départ, condition féminine ordinaire, et puis elle grimpe dans l'engagement, je pense, je vais vite, donc elle est par exemple responsable du foyer rural de Lautrec, ce qui n'était pas rien, et puis les choses continuent, elle part avec son mari en Israël, son mari sur un accident, il se noie, et elle poursuit sa carrière interrompue, on peut dire, pendant la guerre. Elle devient prof de français à l'université de Tel Aviv. Bon, voilà une histoire. Une autre histoire que je connais un peu aussi, parce que j'étais en contact, je connais cette personne-là parce que j'étais en contact avec elle pendant quelques années, et elle m'avait envoyé son texte de ses mémoires. Elle raconte tout ça. Alors, bien sûr, il n'y a pas tout dans les mémoires, mais c'est un document. En tout cas, il est authentique. Deuxième cas de mémoire que je possède par les tripatouillages que nous faisons avec Eliane sur les Juifs dans le Tarn, c'est celui de l'épouse de Robert Sommer. Robert Sommer est très mal connu, particulièrement à Toulouse, et ça, j'en suis désolé. Il était aumônier délégué régional israélite pour la région de Toulouse, c'est-à-dire 11 départements à ce moment-là. Bon. Et Robert Sommer avait une épouse qui l'a accompagné tout au long. Elle était comme Denise dans l'ombre de son mari, c'est classique, mais à un moment aussi elle émerge, et où elle se dissocie, je dirais.
Alors, elle était, elle aussi, sur le plan de la carrière, elle était non négligeable. Elle était responsable de la bibliothèque de l'Institut de géographie à Paris. C'est une grande boutique importante. C'est elle qui était responsable du secteur de la cartographie. Je crois même qu'elle a inventé, l'a créé jusqu'à Z, elle a publié les atlas. Bon. Or, elle est très généralement ignorée. Elle a produit ses mémoires et qui sont intéressantes parce qu'on voit comment elle suit son mari, mais elle s'en dissocie aussi. Et par exemple, à un certain moment, alors là ça dépasse notre période, mais ça nous intéresse quand même parce que c'est un phénomène où le collectif, le politique intervient sur le personnel. À un certain moment, c'est-à-dire après la guerre des 6 jours, elle dit, bon, tu me casses les pieds, tu es antisioniste, tu es le grand antisioniste devant l'Éternel, on ne connaît que toi, tu brandis sans cesse l'étendard de l'antisionisme dans toutes les revues et les réunions de France, mais moi je suis sioniste. Elle se défait de lui, elle lui dit de toute façon, et j'en termine, elle lui dit de toute façon, quand tu seras disparu, puisque statistiquement tu disparaîtras avant moi, vu qu'on a à peu près le même âge, et que les hommes meurent plutôt que les femmes, à cette époque-là, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est. Donc moi j'irai à ton enterrement, je ferai le nécessaire et je prends l'avion pour aller en Israël. Vous le croirez ou pas, c'est ce qui s'est passé. Bon, je vous dis ça au cas où ça vous intéresserait. J'ai la mémoire de 2 personnes, elles sont publiées ni l'une ni l'autre. Je les ai parce que j'ai eu des contacts avec les 2 familles. Ben, je suis preneuse, ouais. Vous êtes preneuse? Bon, ben, je serai pour... Bon, je vous mets en contact via net, en mail, et voilà, c'est très bien. Vous avez travaillé sur des autobiographies, bon, ça demande un œil un peu psy peut-être, mais j'en sais rien, vous verrez. Je crois que c'est 2 cas vraiment intéressants. Bon, très bien. Merci beaucoup. Et c'est bien que cela se termine ainsi sur une ouverture et sur un partenariat à venir. Merci beaucoup Delphine pour cet aperçu des malheurs de notre siècle, et c'était fort intéressant et à la fois suffisamment large et suffisamment précis pour qu'on puisse en tirer de beaucoup d'éléments, et cela fait une belle ouverture pour cet après-midi puisque on va se retrouver dans 30 minutes. Je vais arrêter la session et je la reprendrai d'ici 15 minutes et on se retrouvera à 16h pour la littérature. Effectivement, il sera question de Philippe Sands et de beaucoup d'autres, puisque là, on a une littérature de la Shoah, elle est très riche et justement, elle participe probablement à la connaissance de cette période historique, parfois avec des déformations. Et puis, donc, ce sera jusqu'à 17h30, et puis on se retrouvera à 18h avec Catherine Monod-Béranger qui évoquera le musée départemental de la résistance et la déportation et la Haute-Garonne, et effectivement, on terminera à partir de 18h sur une tonalité plus locale, puisque Hubert, qui nous a rejoint, sera à 19h45 pour évoquer Alfred de Nakache, dont la famille est si présente à Toulouse et qui est tellement important dans notre histoire, à la fois histoire sportive mondiale, histoire de la résistance. Enfin, c'est absolument passionnant. Merci. On se retrouve d'ici 30 minutes. Avec d'autres qui sont en train d'arriver, mais je vais couper la session. Et bon après-midi, merci encore, à très bientôt, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. À tout de suite, au revoir.